Bonjour tout le monde. Il est énervé en ce moment, Teddy Boy, hein. Je sais pas ce qu'il a, hein. Il fait des vidéos, il est tout crispé. Cool, Teddy Boy. C'est quand on se fait un hangout. La vidéo du jour, c'est simple, on parle des législatives et on va en parler encore pendant 5 semaines, hein. Le scrutin a lieu, le premier tour a lieu le 11 juin, donc je pense qu'on va en parler. Donc avant de démarrer des grandes discussions sur Hangout ou autre, alors je m'excuse pour ceux qui auraient vu le hangout d'hier. Nous sommes vendredi, donc hier soir, jeudi soir. Hein, vous allez avoir une impression déjà entendue, mais bon, il fallait que je fasse une vidéo là-dessus parce que avant de parler des législatives et de partir dans tous les sens, il serait bon de resituer ce que sont les législatives et surtout l'enjeu que représentent ces élections. Parce que pour moi, comme je l'avais dit, c'est la transformation d'un essai qui est la présidentielle, mais c'est bien plus que ça. Contrairement au rugby, alors au rugby, tu mets un essai, tu passes derrière la ligne, tu aplatis, hein, de haut en bas, tu as 5 points, et ensuite tu as la tentative de transformation qui t'amène 2 points. Au pire, si tu rates la transformation, tu gardes tes 5 points. Là, non, c'est pire. Cette transformation-là, elle peut transformer ou annuler. Elle peut concrétiser ou annuler le résultat de la présidentielle. Voilà pourquoi elle est importante et c'est quasiment l'enjeu du pouvoir de ces 5 prochaines années. Parce que je vous rappelle qu'on élit les députés et le président de la République en même temps depuis le deuxième mandat de Chirac. C'est une belle connerie, moi je trouve. Mais ils ont la même durée de mandat et ils sont élus quasiment en même temps, voilà, pour que le président ait une majorité pour éviter des cohabitations. On va parler de la cohabitation parce qu'on en a eu quelques-unes et on peut en avoir une qui arrive là. Ça serait l'idéal d'ailleurs. Donc les législatives, les législatives 2017 auront lieu. Alors c'est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Elles auront lieu le 11 et le, excusez-moi, il faut que je me réveille, le 11 et le 18 juin 2017. On va élire 577 députés, 558 pour la métropole, 8 pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer, et 11 pour ce qu'on appelle les Français à l'étranger. Mais avant de parler des législatives, moi je trouve qu'il serait beaucoup plus intéressant d'expliquer un petit peu, de remonter en amont et d'expliquer un petit peu ce qu'est le pouvoir législatif. Alors depuis à peu près Montesquieu, hein, depuis le 18e, on conçoit que le pouvoir absolu, détenu par un souverain qui était jusque-là de droit divin, d'ailleurs sous Montesquieu il l'est encore, hein, jusqu'à la Révolution française, donc le souverain qui était de droit divin, c'est-à-dire qu'il avait tous les droits donnés transcendentalement par Dieu, c'était son vicaire, on disait. Le roi de France est le vicaire de Dieu, c'est-à-dire la personne physique qui le représente. Son avatar, quoi, maintenant on dirait. Sauf qu'il ne s'incarne pas en lui. Il ne fait qu'appliquer les mesures terrestres. Voilà. Donc on passe d'un schéma droit, pouvoir absolu qu'on ne peut fractionner, avec Montesquieu, avec les Lumières, à un pouvoir qu'on peut fractionner. Comme d'ailleurs le droit de propriété. Dans le droit le droit de propriété peut être fractionné en usus, abusus, fructus, c'est-à-dire l'utilisation, le droit d'en abuser ou le droit d'en percevoir les fruits. Je ne sais pas, je suis propriétaire d'un appartement, je le loue. Je, le fait de le louer, c'est donner une partie du droit de propriété qui est l'usus au locataire. Si le locataire a le droit de le sous-louer, c'est lui qui perçoit aussi une partie du fructus, des fruits. Moi aussi, je les perçois avec le loyer que me donne le premier locataire. Vous voyez, pour ce qui est du pouvoir, donc, qui était jusque-là de droit divin, on l'a fractionné en trois, en un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Pour faire simple, celui qui fait, celui qui dit comment faire, et celui qui regarde si ça a été bien fait ou pas, sinon il sanctionne. Je la fais simple, c'est un petit cours de droit constitutionnel, mais je veux que ça reste simple. Donc, dans les années 70, on a essayé de nous vendre cette connerie, le quatrième pouvoir, la presse, avec l'affaire Nixon, oui, la presse, le quatrième pouvoir, machin, mon cul. La presse, c'est des pipoteurs. La presse, excusez-moi, c'est la béquille du pouvoir, hein. La presse a toujours aidé les pouvoirs successifs à se légitimiser, à s'exprimer. La presse d'aujourd'hui, c'est quasiment de la propagande, pour ne pas dire de la propagande tout court. Voilà, donc quatrième pouvoir, mon cul, il n'y a pas de quatrième pouvoir, hein. Quand l'État donne des millions d'euros à la presse, parce que personne
ne l'achète, personne ne la lit, parce que tout le monde sait que ce sont des menteurs. Excuse-moi, mais bon, voilà, quoi, dans un pays démocratique, lorsque l'État donne de l'argent à de la presse, on ne peut pas dire que cette presse est libre. Surtout que, je sais pas, le Figaro, par exemple, qui passe son temps à nous traiter d'assister des gens comme moi, le Figaro touche de l'argent de l'État, c'est-à-dire du contribuable, c'est-à-dire de moi, pour survivre. Parce que personne ne lit ce torchon. Figaro, Le Monde, tout ça, c'est la même merde. Ils ont juste diversifié les noms, les couvertures, mais derrière, il y a quoi? Il y a 3 milliardaires, voilà. Donc, le quatrième pouvoir, on oublie, hein. De toute façon, tout le monde a compris, je crois que j'enfonce une porte ouverte. Non, le pouvoir judiciaire. Alors, les trois pouvoirs sont censés être indépendants et se contrôler mutuellement, dans un équilibre de contrôle qui fait que chacun annule ce que pourrait faire l'autre de mal, etc., etc. Et au-dessus, on aurait une constitution. Très important. Et d'ailleurs, le chef de l'État est le garant de la constitution. C'est son premier rôle. Représenter les Français à l'étranger, représenter la France à l'étranger et être garant de la Constitution, c'est-à-dire être l'arbitre et voir si les règles du jeu sont respectées. Donc le pouvoir judiciaire qu'on dit indépendant, par exemple, ben, il ne l'est pas. Mais non, il ne l'est pas. Le pouvoir judiciaire, c'est quoi? Vous avez l'ordre administratif, l'ordre judiciaire. L'ordre judiciaire est chapeauté par la Cour de cassation, l'ordre administratif est chapeauté par le Conseil d'État. Et vous avez le Conseil constitutionnel à côté. Retenez Conseil constitutionnel, retenez Conseil d'État. Pour l'ordre administratif, vous avez une section du contentieux, dite du contentieux, sur 5 du Conseil d'État, qui s'occupe de juger tous les litiges entre, on va dire, le particulier et l'administration. Ça passe par des tribunaux, des cours d'appel administratives, et ça finit au Conseil d'État pour les recours en droit, je crois, si je ne me trompe pas. Pour la Cour de cassation, c'est pareil, vous avez les tribunaux du bas, les prud'hommes, tribunal de commerce, le pénal, le civil, etc., etc. Même les arbitrages privés, je crois, sont soumis à une ratification par un juge, donc passent par l'ordre judiciaire. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans le Conseil d'État, ordre administratif, ce sont des gens liés à l'État. Ils n'ont pas de latitude. Il n'y a pas d'indépendance de la magistrature pour ce qui est des magistrats du Conseil d'État. Ils sont tenus d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par leur carrière. Donc l'indépendance là-dessus, mon cul, pareil. Pour l'ordre judiciaire, vous avez deux types de magistrats. Vous avez les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, ce sont les procureurs qui sont nommés par qui? Tiens, qui sont tenus par qui? Tiens, l'État. Elle est où l'indépendance de la justice? Voilà. Même si on te dit, alors, la parole est libre et la plume est serve, ou un truc comme ça, parce qu'ils sont obligés de faire certaines réquisitions, et l'État peut leur demander, tu fais telle réquisition contre telle personne. Il reste qui? Les juges, les magistrats du siège. Les juges de l'ordre judiciaire, magistrats du siège. Bon, ils ont quelques garanties pour leur indépendance, dont l'inamovibilité du poste. Ils peuvent rester à vie à un endroit. On ne peut pas les faire chier, allez, je te mute à Béthune alors que tu étais à Nice. J'ai rien contre Béthune, on ne s'excite pas. Mais on les tient par mille autres manières, je sais pas, un dossier, une photo avec une nana, un dossier, de la drogue, n'importe quoi. Mais je veux dire, il n'y a pas d'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif. C'est un mythe, c'est un leurre. Et les seuls qui ont essayé d'être indépendants se sont cassés les dents, se sont fait neutraliser. Voilà. Donc l'équilibre du pouvoir, ça me fait rigoler. Bon, bref, voilà. Surtout qu'en plus, beaucoup de magistrats ont une sensibilité politique qui fait que déjà, par définition, puis je sais pas, le mur des cons, par exemple. Un mur au siège du syndicat de la magistrature, je crois, il faudrait vérifier, où tu avais des dizaines de portraits de personnes, de justiciables, qu'on traitait de cons. Elle est où l'impartialité là-dedans? Et donc aussi une forme d'indépendance, surtout que ces gens-là étaient pour certains en bisbille avec le gouvernement. Moi, je me pose des questions. Donc le pouvoir judiciaire et son indépendance vis-à-vis du pouvoir vis-à-vis du pouvoir exécutif, on oublie aussi. Il reste quoi? Il reste le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Je fais les lois, je te fixe les cadres et toi tu agis. Alors le pouvoir exécutif, je finirai avec le pouvoir législatif, puisque c'est ce dont on va parler ensuite. Non, je vais d'abord passer au pouvoir exécutif. Donc celui qui exécute, c'est un pouvoir bicaméral. Il y a deux têtes. Il y a la fonction de chef de l'État, qui est élu au suffrage universel, majoritaire, donc 2 tours, hein, mais direct. C'est nous qui l'élisons directement, comme on vient de le faire là. Enfin, moi, je ne l'ai pas élu, mais bref. D'ailleurs, on se demande qui l'a élu. Et vous avez ce qu'on appelle le Premier ministre. Alors, Premier ministre, je vous évite l'histoire, hein, qui a été d'abord le leader des ministres, ensuite qui a été président du Conseil, je crois, à partir de la 4ème République. Et le poste est devenu le poste de Premier ministre. Et là, c'est important.
Parce que la Chambre, l'Assemblée nationale, va déterminer qui sera Premier ministre. Et vous avez deux têtes au sommet de l'exécutif. Il faut que les deux têtes aient la même sensibilité politique. Sinon, on a une cohabitation. On vient d'élire Macron. Ils viennent d'élire Macron. On peut encore le neutraliser, on peut annuler son élection en votant contre lui pour pas qu'il ait de majorité à l'Assemblée. Et donc pas un Premier ministre qui ait sa sensibilité politique, en admettant qu'il ait une sensibilité politique ce type. Tant il est creux, il est vide. C'est un composite, c'est la maxi-tête de Canal+. Et alors la Constitution fixe, il y a l'article 20 de la Constitution qui fixe les domaines partagés, les domaines ci, les domaines ça, mais bon, on l'a vu en 93, on l'a vu en 86, lorsque par exemple tu as un président de gauche et un Premier ministre de droite, c'est le Premier ministre qui mène l'action du gouvernement et le président de la République ne peut rien faire. Alors oubliez le 49.3 pour ceux qui me parlent de 49.3 sans savoir ce que c'est. C'est une procédure mise en œuvre après le 49.1, le 49.2, c'est une procédure mise en œuvre qui peut susciter un vote de défiance qui fait tomber un gouvernement et une majorité qui dissout l'Assemblée, ou, ce qui arrive très souvent, c'est juste un gros bâton qu'on agite pour faire passer des lois en bloc pour gagner du temps et pour inciter sa majorité à prendre ses responsabilités. Si vous votez pour le texte et vous arrêtez de pinailler, sinon on repart aux élections. Voilà. Mais ça, c'est le Premier ministre qui peut le faire, c'est pas le Président de la République. C'est pareil, le Président de la République peut diriger par ordonnance, c'est ce qu'ils font en général quand ils arrivent. Le temps qu'il y ait des élections, pendant 5 semaines, il va faire des ordonnances. Mais ces ordonnances, c'est pareil, pour qu'elles aient un effet de loi, c'est-à-dire dans le temps, qu'elles durent plus de 6 mois, parce qu'elles ont un effet de 6 mois, il faut qu'elles soient ratifiées par qui? Par le Parlement. Vous voyez, l'exécutif va être déterminé par l'Assemblée nationale, enfin par le législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, mais c'est l'Assemblée nationale qui dirige le jeu. Le Sénat est là, d'accord, mais il n'a pas le dernier mot dans tout un tas de choses. C'est l'Assemblée qui va faire les lois, même s'il y a une navette, une procédure de navette. C'est elle qui aura le dernier mot, en dernière lecture. Par exemple, je vous invite à vous intéresser un petit peu à la Constitution française qui fixe les règles du jeu entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, ou les pouvoirs publics entre eux, et notamment l'organisation politique française. Donc voilà, donc un chef de l'État et un Premier ministre. Premier ministre, il est désigné par qui? Par le chef de l'État. Ou il va chercher un député dans la majorité parlementaire qui vient de se dégager après les élections législatives. Et ensuite, le Premier ministre forme son gouvernement en concertation avec le président de la République, bien évidemment, qui a un droit de veto. Jusque-là, ça s'est fait en gentleman, mais à un moment donné, si le président dit « je veux pas de lui » et le Premier ministre dit « je veux de lui, c'est mon frère », comment on fait? Il faudrait vérifier là, ce que prévoit la Constitution. En tout cas, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement et donc la politique française, donc exécute notamment les lois. Et c'est lui le patron. Donc il est là l'enjeu de la législative. Si demain Macron il se retrouve avec 0 député, c'est le rêve. Il dirige rien. Il va mettre des petites fleurs le 8 mai, le 11 novembre, le 1er mai, le 6, il fera les vœux, et puis c'est tout. Il ne pourra rien faire d'autre. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de fixer les lois. Alors avant de parler du pouvoir législatif, il faut déterminer aussi ce que sont les lois. Beaucoup de gens parlent de lois. Il y a 2 sortes de lois, entre guillemets. Il y a les lois issues du pouvoir législatif, donc elles sont votées par l'Assemblée nationale. Elles sont issues des propositions de loi, c'est-à-dire un député qui décide avec d'autres députés de faire une loi, il la propose, il fait une proposition, elle est étudiée dans les chambres, dans les différents comités en sous-sol, la nuit, puis ensuite elle est votée. Tu as les projets de loi. C'est en général le gouvernement qui demande à un député de sa majorité, elle fait passer cette loi, et on fait passer cette loi, le gouvernement peut proposer des lois à l'Assemblée qui les vote ou qui les refuse, mais en général elle les accepte parce qu'il y a concertation avant. Voilà, ça ce sont les lois. Alors les lois en général elles touchent un certain nombre de domaines qui sont énumérés dans l'article 34 de la Constitution, et en général elles fixent des cadres, tout ce qui touche à la liberté publique, ce genre de choses, où elle précise dans les détails pour certains thèmes. Et tout ce dont la loi ne s'occupe pas appartient à la partie réglementaire. Et c'est là où c'est important, vous allez voir. La partie réglementaire, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle les règlements. Alors on va oublier les règlements d'application. Quand tu fais une loi, il y a des règlements d'application que fait le gouvernement pour préciser des choses. Tel chiffrage, tel métrage, tel truc, on les oublie. On va parler des règlements, règlements autonomes, qui font office de loi, les anciens décrets-lois. Là, c'est le gouvernement qui peut les faire, et il passe par le Conseil d'État, qui est aussi le contentieux. C'est marrant, tu as 4 sections du Conseil d'État qui font ces lois, qui les préparent pour le gouvernement, ces règlements, pardon, et tu as une section contentieux qui peut juger lorsqu'il y a litige. Un recours en excès de pouvoir qui monte jusqu'au Conseil d'État à cause d'une loi, une loi écran, un truc comme ça. C'est marrant ça à relever aussi, l'indépendance.
Alors oui, il y a eu des arrêts du Conseil d'État courageux qui remettaient en cause ce qu'avait dit le gouvernement, ouais. Mais bon, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Je ne sais pas si ça se dit comme expression dans ce cas. Et voilà pourquoi le Conseil d'État, je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, hein, il intervient aussi dans le processus politique, les règlements. Le gouvernement peut aussi intervenir, l'article 41, l'article 37, lorsqu'il estime qu'une loi touche une partie réglementaire qui appartient à la partie réglementaire, etc., etc. Voilà. Donc, le pouvoir législatif maintenant, voilà, vous avez le pouvoir législatif, c'est uniquement les lois, mais c'est quand même important, hein, c'est des thèmes importants. Les règlements, c'est pour fixer le barème des contraventions. Encore que ça, c'est un règlement d'application de loi, je pense. Parce que ça touche aux libertés publiques, les contraventions. Bref. Le pouvoir législatif, il fixe les lois, il fixe le cadre de l'exécutif. Deux chambres, donc c'est bicaméral, encore une fois. Hein. Caméra, c'est la chambre, bicaméral. L'Assemblée et le Sénat. Les deux forment ce qu'on appelle le Parlement. Le Sénat a été créé pour représenter les collectivités rurales, la France rurale, pour représenter les petites bourgades, etc., etc. Les sénateurs sont élus, alors c'est un scrutin indirect, c'est-à-dire tu élis des gens qui vont les élire. Ils représentent, voilà, ils représentent la France profonde, comme on dit, et c'est pas péjoratif non plus, je suis obligé de le préciser, parce que souvent c'est utilisé péjorativement. Voilà. Et le Sénat participe au processus législatif, parce que dès qu'un texte passe en Assemblée, il doit aller au Sénat, et le Sénat vote, etc., etc. Mais dans tout un tas de domaines, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. C'est elle qui décide. Pourquoi? Parce qu'elle a été élue de manière directe par nous, comme on va le faire le 11 et le 18 juin. Il y a ce pouvoir, il y a cette légitimité avec le scrutin direct que n'a pas le scrutin indirect. Donc restent les députés, 577 députés qui vont être élus. Et là, je peux donc aborder la partie... donc le contentieux des élections législatives, c'est le Conseil constitutionnel, voilà pourquoi je vous ai dit. Je vous en rappelez, le Conseil constitutionnel est là aussi pour vérifier que la Constitution est respectée, que les élections sont valables, et puis vérifier que les règles du jeu, voilà. Hein. Et puis je crois que pour saisir le Conseil constitutionnel, il faut 60 députés. On ne peut pas le saisir nous. Donc législative, on revient aux législatives. Les circonscriptions, c'est du sérieux les élections. Hein. Pour ceux qui me parlent de trucage, je veux bien qu'il y ait des trucages à droite, à gauche, mais des trucages généralisés, c'est très difficile. Hein. Regardez les circonscriptions. Rien que pour le découpage des circonscriptions, il faut une loi électorale. Hein. Tous les partis mettent leur grain de sel. Hein. Parce que pendant longtemps, il y a eu des tripatouillages. On te redécoupe un département, ou on te redécoupe des circonscriptions, où on annule des effets. Je ne sais pas, tu prends une circonscription, tu as une majorité de gens de droite et une minorité de gens de gauche, tu la redécoupes, tu peux faire en sorte que les gens de gauche aient quand même un député. En la redécoupant, en laissant une moitié des gens de droite, et l'autre moitié, tu la mets dans un autre endroit. Tu vois, on peut. Et Gaston Defferre était un spécialiste, Pasqua, enfin bon, tous les ministres de l'Intérieur, parce que c'est eux qui s'occupent de ça, ont été des grands tripatouilleurs, comme on dit. Donc là, non, c'est surveillé. Donc là, les circonscriptions, une circonscription, un député. On est d'accord. Ont été découpées en fonction de la loi électorale du 23 février 2010. Voilà, donc c'est très simple. Vous avez un député par 125 000 personnes. Et si vous avez des départements avec moins de 125 000 personnes, on élira quand même un député. Voilà. Donc tu peux avoir un département, je ne sais pas, avec 250 000 personnes, il y aura des députés. Tu peux avoir un département où il y a 100 000 personnes, il y aura un député quand même. Il y a 45,7 millions d'électeurs, c'est important aussi d'avoir un ordre de grandeur, soit 88,6% des majeurs français résidant en France. Après, je vous épargne, donc la campagne, elle démarre, la campagne officielle, c'est-à-dire le minutage des paroles, le droit à l'affichage, le droit d'apparaître à la télé, etc., etc., avec des clips, etc., c'est 20 jours avant le scrutin. Mais bon, tu as toujours une campagne officieuse, de toute façon, on est en campagne jusqu'au 18 juin, même après d'ailleurs. Voilà. L'intérêt pour les petits partis, c'est de voir leurs dépenses remboursées, c'est d'avoir quelques élus, de manière à avoir de l'argent, parce que lorsque tu as des élus, on te donne de l'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Assemblée nationale, voilà pourquoi c'est intéressant, je vais y venir pour le FN. Si tu as 20 élus, tu as un groupe parlementaire, ça sous-entend un temps de parole, une visibilité, donc plus de gens qui voudront voter pour toi, parce qu'apparemment l'exposition médiatique est très importante, des locaux, des moyens, des remboursements, voilà, des armes quoi, pour faire la guerre. Voilà. Donc
Les dépenses, les remboursements se font lorsque le parti, lorsque le représentant de tel ou tel parti atteint 5%, il me semble, des inscrits, pas des votants. Sinon, tu as des remboursements, tu as d'autres remboursements, frais de transport, etc. etc. Mais l'intérêt, il est là, il y a un intérêt pécunier. Les gros partis aussi. Hein. Voilà pourquoi, je veux dire, le Parti Socialiste, le but pour lui, c'est de limiter la casse pour limiter la casse financière. On verra que c'est malin, ils vont peut-être pas limiter la casse, mais ils arrivent quand même à avoir plus de députés que certains. Mais bon, bref. C'est un scrutin uninominal à 2 tours majoritaires. Uninominal, c'est que tu votes pour une personne et pas une liste. 2 tours, premier tour, ça peut s'arrêter au premier tour. 50% des votants plus une voix, à condition que tu aies un quart des électeurs qui aient voté pour toi, un quart des électeurs inscrits. Sinon, ça va au deuxième tour. Et la particularité de l'élection législative, c'est qu'on peut avoir plusieurs personnes au deuxième tour, parce qu'il faut avoir 12,5% d'électeurs inscrits dans la circonscription. Si tu atteins ce quorum, tu passes au deuxième tour. Donc tu peux avoir une triangulaire, une quadrangulaire, etc. etc. Voilà pourquoi les législatives, c'est non seulement un enjeu, mais on va savoir un petit peu ce que les gens ont dans les tripes. Quand tu me dis j'ai voté Macron parce que c'était le moindre choix, ok, je veux bien te croire. Mais là, tu vas avoir 2, 3, 4, 5 candidats dans ta circonscription. Donc tu vas forcément faire un vote d'adhésion. Donc là, si tu votes pour Macron, encore une fois, c'est que tu veux du Macron. Et si tu veux du Macron alors que tu es un pauvre, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Macron, il a eu un discours creux parce qu'il cache un programme ultralibéral. C'est un directeur de banque, il est là pour liquider la France. C'est le plus gros danger. On te le dit tous, tout le monde s'en a rendu compte, c'est le petit antéchrist français. On ne nous écoute pas. Mais là, on va voir franchement si tu es un hypocrite ou pas. Parce que là, tu as le choix. Moi, personnellement, j'invite les gens à voter pour les partis souverainistes, UPR, FN. Moi, je vais voter UPR, je serai prêt à voter FN s'il n'y a qu'un mec du FN. Mais votez pas pour ceux qui veulent liquider la France. Macron représente tous les partis derrière, tous les systèmes, tous ceux qui veulent les banques, tous les lobbies, armements, financiers, etc., 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 etc. Tout ce qui vous oppresse, tout ce qui fait que vous avez une vie de merde, c'est Macron. Marine Le Pen, ouais, elle propose un coup de bâton, des flics un peu partout, mais c'est un traitement de cheval pour mettre le pays d'aplomb. Rappelle-toi que le pays, c'est le cadre dans lequel on vit aussi. Ça, je le dis pour les moins patriotes d'entre nous. Je suis obligé d'utiliser des arguments rationnels. Voilà. Donc là, on va voir, hein, quand tu vas avoir 3 candidats, ne me dis pas j'ai voté pour Macron, c'était le moins pire. Vote Mélenchon, vote, je sais pas, Fillon, vote. Au moins, eux, ils limitent un peu la casse des fois. Mais là, il est là pour liquider. À la fin, dans 5 ans, il reste le mot France, appellation d'origine contrôlée. On n'est déjà plus indépendant, il reste quasiment plus rien. On pèse plus, on fait rire tout le monde. Et c'est pas 3-4 exportations d'armes, parce que les Américains ont demandé à certains pays d'acheter des rafales pour nous remercier de leur avoir léché le cul, qui vont te sortir de la crise. Voilà. Le contentieux, c'est le Conseil constitutionnel, donc majoritaire, 2 tours, uninominal, blablabla, blablabla. Voilà donc. Quand tu as élu tous les députés, c'est très simple, il va y avoir des tendances qui vont se dégager. Donc le président de la République va devoir choisir, vaut mieux pour lui, parmi le groupe majoritaire. Donc ces groupes-là, tu peux avoir des majorités relatives ou une majorité absolue, ce qu'on appelle les vagues. La vague rose, la vague de droite qu'on a vue en 93, la vague rose en 2012. Les mecs, d'un coup, ils ont 400 députés. Une vague, quoi. Tu peux avoir donc des groupes majorité relative, c'est-à-dire 3-4 groupes qui ont 25, 30%, 21%, voilà, il y en a un qui va être obligé de gouverner avec les autres, forcément, pour à chaque fois atteindre les 50% pour faire passer des lois, ou en tout cas les faire passer, parce qu'avec le processus de l'abstention, tu n'es pas obligé d'avoir 50% des votants à l'Assemblée pour faire passer une loi. Le chef de l'État, depuis, donc est obligé plus ou moins moralement d'aller chercher parmi le groupe majoritaire le futur Premier ministre. Ce n'est pas une obligation formelle, mais en général, il vaut mieux le faire. Pareil, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée quand il veut. Mais Chirac l'a fait, ça a été une belle connerie, c'est retourné contre lui. Et on ne l'avait pas fait depuis Thiers, et Thiers a perdu le pouvoir à cause de ça. Voilà. Allez vous intéresser à la Troisième République, à Thiers, le petit bonhomme, hein, détesté par ceux qui ont fait la commune, enfin en tout cas, ils sont plus là pour nous la raconter. Thiers a permis que l'Assemblée nationale, enfin c'est tombé sous Balladur je crois, mais à un moment donné, t'avais pas le droit, les ministres n'avaient pas le droit d'intervenir à l'Assemblée nationale. C'est revenu que sous Balladur. C'était pour éviter justement des coups de pression de l'exécutif. Le chef de l'État en personne ne pouvait pas faire de discours à l'Assemblée nationale, c'est pour éviter des pressions.
pression morale du chef de l'État qui vient peser sur des députés lors des votes indécis. Voilà. Donc en général, le chef de l'État doit choisir parmi le groupe majoritaire, majorité relative ou majorité absolue, un Premier ministre qui va lui proposer donc, la composition d'un cabinet de ministres, et puis il va dire oui, non, etc. Et ensuite, en fonction de l'article 20, donc le Premier ministre fixera l'exercice du pouvoir exécutif. Tu as la possibilité de montrer que tu n'es pas un couillon et que, effectivement, tu as voté pour le moins pire, mais qu'on ne te la refait pas. Et en plus, de neutraliser Macron. Pourquoi? Parce que si il y a ce que je vois depuis un certain temps, alors je regarde si j'ai rien oublié, donc voilà, les vagues roses, là on risque d'avoir une vague centriste, c'est ça qui me fait peur. Groupe parlementaire, on en a parlé. Donc là on a quoi, excusez-moi? On a un FN qui fait un peu droite bonapartiste gaulliste, on a Mélenchon qui fait gauche-gauche, on a Fillon qui fait droite portefeuille, on a Hamon qui fait gauche rosée, hein, gauche pétard, gauche lotissement, gauche prof, gauche maïf, gauche MGEN. Je le dis sans haine, non je rigole. Macron c'est la réunion des centres, on a une recomposition politique et un spectre qui revient vers le centre et qui se réduit. Et on a les excipients, Poutou, tout ça, les gens, ouais, les excipients. Allô Leibniz, calcul infinitésimal pour me donner le score de Philippe Poutou. Le gars 100 ans en politique, il fait du 0,3, 0,6. Voilà, bon ça va hacher l'UPR aussi, mais l'UPR c'est la première fois. Alors qu'Arlette Laguille et Nathalie, machin et tout ça. Mais avant même les élections, ils se présentaient, ils étaient là, les gars. Les excipients, ouais, comme c'est dans les médocs, tu sais. T'as les pourcentages et à la fin c'est excipient, 0,001%. Bon, j'arrête là. Voilà, t'as plus ou moins ces tendances. Donc t'as un spectre politique qui se réduit et une recomposition au centre de tous les gamelleurs, tous les baltringues, tous les faux derches, tous les gens sans honneur, quoi. Bayrou, Jouillet, qui c'est encore. Le meilleur c'est Valls. C'est marrant quand même l'ironie de l'histoire. Alors certains le savent, hein, je l'aurais assez répété, mais j'avais dit le système n'aime pas les larbins. Et il s'en sert et il les jette. Ben Valls c'est l'expression. Ils ne le veulent même pas en marche. Il se voyait président de la République, comme il s'est fait enfiler, excusez-moi de dire ça comme ça. Le mec il faisait le dur alors qu'il fait 1m12, les bras levés, il faisait le Rocky. Il croyait que le système l'avait choisi. C'est comme Juppé, maintenant ils ont la haine. Mais lui c'est pire que Juppé. Juppé il a une certaine dignité, il s'est dit bon. Non, non, je prends pas la place à Fillon, je me retire dans ma mairie, bon, je me suis fait avoir, on va essayer de la faire tranquille, hein. Il y avait de la vaseline, ça faisait pas mal. Mais Valls, il va se faire virer du Parti Socialiste, il n'y a personne qui peut se le blairer, même sa femme, elle doit en avoir marre de lui. Et En Marche, ils ne le veulent pas recycler un déchet, ils parlent de recyclage. Eh ouais, Yago, le traître. Enfin, le traître, il n'a pas donné. Il reproche à Dupont-Aignan de s'être rapproché de Marine Le Pen. Le mec, il a fait quoi avant? Il a même pas de face, le mec. Ah, c'est le dieu sans face, là, de Game of Thrones. C'est ça, hein? Ou le multiface god. Enfin, bref. Revenons à nos moutons aux législatives. Non, mais c'est bien l'ironie de l'histoire. Ils s'en sont servis et ils n'ont plus besoin de lui, ils l'ont dégagé. Parce que lui, il se voyait président, hein, il se voyait la place de Macron, et là, il ne comprend pas, il s'est fait gratter. Parce que il y a un jeu au-dessus d'eux aussi. Eux, ils font leur magouille, leur complot, leurs petites affaires. Et aussi, ils sont là, ah, l'énergie m'a choisi, l'énergie. Et au-dessus, il y a encore un autre jeu, un autre échiquier. Et on n'a pas besoin de toi, dégage. Ils préfèrent un ennemi valeureux, le système, des lopettes comme ça. Qui peut croire en Bayrou, en Valls, même leur corps, tu vois, même leur corps, il est à l'image de ce qu'ils sont, quoi, des chiffres modes, des veules, traites, lâches. Ben là, je suis bien content pour lui. Bref, revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce qu'on voit se dégager, les projections? J'ai pris quelques sondages, hein, IFOP, Kantar, TNS, Opinionway, ça sent les boîtes à sondages dont les patrons sont proches et politiques, mais bref. Ben, ce qui se dégage, c'est qu'en fait, l'électeur moyen est toujours un débile. Un gros débile mental, un trisomique. Non, pas les trisomiques, un mongolien, pardon. Rien à voir avec les trisomiques. Vous n'allez pas me faire une team site à moi. Voilà. Non, mais ce qui se dégage des projections, en gros, c'est que En Marche va faire 286 sièges. Donc là, c'est bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc si je comprends bien, tu préfères voter pour un inconnu qui n'a jamais fait de politique, qui soi-disant, Zama vient de la société civile, qui va essayer de vendre un programme ultralibéral où il va falloir que tu fasses des heures sup le soir, après ton boulot, pour avoir ton train de vie. Ton train de vie, c'est-à-dire TF1, un écran plat, un portable et peut-être des vacances. Si ta femme, elle bosse aussi. C'est ça, hein, ton truc.
Tu vas voir ton assurance chômage comme il va te la mettre dans l'os. Donc voilà, 286 sièges. Comment tu peux sauver les gens alors qu'eux-mêmes veulent se faire... À un moment donné, t'emmènes pas un cheval de force à l'abreuvoir. Comment un parti né de rien du tout, dirigé par un vide, le type c'est pas un être humain, t'as l'impression qu'on a créé alchimiquement un personnage, une sorte de petit Frankenstein, avec tous les courants, tous les trucs, ils ont réussi à trouver la synthèse parfaite, l'équilibre parfait pour qu'il fasse humain. Ce mec-là, c'est pas un humain, c'est l'antéchrist français, c'est le petit antéchrist. Tu sais, le mec qui arrive modestement en politique et que tout le monde sous-estime et qui petit à petit monte et commence à nous balancer de la poudre aux yeux. T'inquiète pas Macron, ça va pas durer longtemps, le boss arrive. Je me comprends hein, pour ceux qui me prennent pour un... 286 sièges. Ensuite, tu as les Républicains, 200 à 210 sièges. Ensuite, tu as le FN, 15 à 25 élus. C'est bien déjà, il y aura un groupe parlementaire, peut-être. Parce que Marine Le Pen, elle a des défaite victorieuse, la nana. Elle a éclaté tous les trucs. Normalement, n'importe qui aurait transformé ça en victoire. Elle, même quand elle gagne, elle perd. Elle n'a jamais fait un score aussi haut. Ils n'ont jamais été aussi haut. C'est la deuxième fois qu'ils sont au deuxième tour. Ils ont engrangé. Ils vont encore tout casser dans les élections. Et là, ils sont en train de s'embrouiller au moment où il ne faut pas. Ils sont bizarres au FN. Est-ce qu'ils sont là pour diriger ou pas? Je sais pas. Ils s'embrouillent au mauvais moment. L'autre, elle se barre. On voit bien qu'elle s'entend plus avec sa tante. Il y a deux courants. Philippot, maintenant, il veut se barrer. Collard, il ouvre sa gueule parce qu'il est là pour dynamiter. C'est un verre dans le fruit. Tout le monde le sait. Mélenchon, 6 à 8 élus. Et le Parti Socialiste, 28 à 43 élus. Je vous ai dit. Même sur la Lune, même avec personne, ils te font plus d'élus que les autres. Ah, les renards. 28 à 43 élus. Mais alors attendez, il faut mettre les pourcentages en corrélation. En Marche avec 24% fait 286 sièges. Et le Front National avec 21%, c'est-à-dire 3% de moins, fait seulement 15 à 25 élus. 25 élus, hypothèse haute. Du 10 fois moins. Ouais, c'est le... Intéressez-vous un petit peu à la Constitution et surtout au code électoral plutôt que la Constitution. Vous allez voir, c'est la magie du scrutin majoritaire. La 5e République est arrivée après la 4e, hein, comme son nom l'indique. Pourquoi? Alors, elle a installé une constitution qui favorisait les gros partis au détriment des petits partis, afin d'avoir des grosses tendances qui se dégagent à l'Assemblée nationale, sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour gouverner. Sous la 4e République, tu avais des premiers ministres qui restaient une semaine, 2 jours même, Bourges-Monory, je crois. Parce qu'on appliquait la proportionnelle, c'est-à-dire la réalité. T'as tant de pourcents, t'as tant de députés. Voilà, il y a un gâteau, tu représentes tant, t'as tant. Et c'est mathématique. Le problème, c'est qu'il y avait une multitude de petits partis, les poujadistes, les machins, les tmélikistes, tout ça, bref. Et tu pouvais pas dégager une majorité stable pour gouverner. Il fallait toujours faire des alliances, des concessions, des trucs, donc tu pouvais pas mener une politique. Il fallait faire une concession à l'un, une concession à l'autre. L'autre, il était avec toi, le lendemain, il était contre toi, etc. Les premiers ministres sautaient. Elle n'a pas duré longtemps, hein, de 46 à 58. Donc on a décidé d'installer une constitution, une nouvelle constitution qui donnait un pouvoir stable, un chef de l'État fort, donc c'est un régime semi-présidentiel, même s'il y a un parlement. C'est pas le régime présidentiel américain, mais c'est pas le régime parlementaire qu'on peut voir par exemple en Angleterre. En installant un exécutif fort, donc voilà, président, Premier ministre, on avait appris qu'il y avait des problèmes de cohabitation, mais ça a été réglé en alignant les élections présidentielles et les élections législatives ensemble, et une Assemblée nationale avec quelques gros partis, même s'il y a des courants à l'intérieur. Tu vois, les petits partis sont devenus des courants à l'intérieur des gros, mais au moins on pouvait diriger. Donc ce qui donne que tu peux, voilà, comme c'est un scrutin plus de circonscription, il n'est pas à l'échelon national, ça donne des gens à 24% peuvent presque faire 300 sièges et d'autres peuvent atteindre péniblement les 25 sièges avec 21%. C'est curieux, c'est pas la réalité. Mais alors attention, le travers de ça, et ça a été calculé hein, par des tronches, c'est qu'à un moment donné, tu as atteint un effet de seuil où d'un coup le Front National peut basculer à 300. Il peut passer de 15-25 élus à 300 d'un coup. Il suffit de quelques pourcents. Un moment de bascule comme ça. Ça a été analysé. Et c'est ce qui leur fait peur. Il y a un seuil où il basculera d'un coup. On y en parlera de vague FN. Mais pour l'instant, le FN, voilà, il fera 25 élus, c'est mieux que 12 élus. Donc même là, numériquement, c'est une victoire. Et pourtant, Marine Le Pen, tout le monde lui tire dessus. Moi, je ne sais pas si elle est là pour gagner ou pas, mais je trouve elle devrait se renouveler, elle est mauvaise. Tout simplement.
Alors tout le monde me dit, elle a perdu le débat. Non, non, il y a match nul. Le mec, il a rien dit du tout. Enfin bref, chacun voit ce qu'il veut. Mais elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Collard, tout ça? Ah non, il faut pas, faut renoncer à la sortie de l'euro parce que mamie, ça la déboussole. Il est en train de vous... Ce parti va éclater, ouais. Il va éclater, il va pas rester. Elle aura tué son père, elle aura tué le parti. Et à chaque fois, elle aura toujours fait le mauvais choix. Systématiquement. En s'entourant quasiment, pas tout le temps, mais quasiment des mauvaises personnes. En épousant des mauvaises thèses, en suivant les mauvaises échappées. D'une naïveté politique déconcertante. 5 ans, putain, pour faire de l'économie, et t'es pas capable encore de sortir un programme clair en économie. Putain. Excusez-moi, je m'éparpille. Donc voilà, en fonction des sondages, je vois plusieurs choses. Je vois déjà que ouais, il y a beaucoup de débits profonds, ouais, ouais, parce que voter en marche, eh bien écoute, voilà. Parce que je peux comprendre que tu votes à droite, à gauche, tout ça encore. Ils ont fait des petits trucs, ils ont un peu limité la casse, c'est des merdes, mais bon. Mais là, non, c'est carrément, on liquide. On fracasse tout, on liquide. On solde. C'est ça qui te dit en marche. En marche pourquoi? Pour la rue avec ta valise. En marche. Là, ils vont dépoiler la France. Hein. J'espère que l'été sera chaud. Hein. On a ce que j'appelle les 4 quarts, quoi. Parce que pour moi, Mélenchon et le PS, 15% plus 9%, ça donne 24%, c'est mieux que rien. Surtout qu'Amon, c'est un gauchiste, hein, tu sais. Alors, oublie pas de m'envoyer un bout. Hein. Ah bon. Écologie, mes couilles. Je les aime pas, eux. 24 à 26% avec ça. Donc tu dégages un bloc gauche. En marche, bloc centriste, 24%. Les LR, 22%. Et le FN, 21%. Et là, tu as ce qu'on appelle les 4 quarts. Moi, je mets pas le FN à l'extrême droite, c'est de la connerie. Au vu de son programme, on a toujours eu deux droites, une droite royaliste, une droite bonapartiste. Et ben là, c'est la droite bonapartiste. Et la droite royaliste, les rentiers, c'est les LR. Donc une partie va aller en marche, comme une partie du Parti Socialiste. C'est pour ça qu'en marche, voilà. La corne de Daniel, la 11e corne, là c'est la 4e corne. Voilà, il y aura 4 forces qui vont sortir et c'est pas plus mal. Alors, euh, les scénarios, oui, je vais y venir au scénario. Donc voilà, les élections législatives seront soit une confirmation que t'es un malade, soit un réveil. On a parlé du scrutin. Bon, ben voilà, quid après du FN, je sais pas, mais bon, moi j'ai une liberté de parole, hein. Je critique pour critiquer, pour mettre le doigt sur de vrais trucs qui sont dits. Je critique pas le FN pour dire, tu vois, je dis pas les méchants nazis, c'est des bonapartistes. Voilà. Mais je sais pas ce qu'ils font, quoi. C'est le moment où il faut fermer sa gueule et serrer les rangs, putain de merde. En plus tu le sais, ça, ce que je dis moi, je suis un baltringue, je te le dis. Toi t'es entouré de gens qui sont payés pour te dire ce genre de choses normalement. C'est là où il fallait mettre le coup d'accélérateur. Tout n'était pas perdu. Tu pouvais égaliser dans les arrêts de jeu, aller en prolongation et voilà. Et là, je vais partir de là, je suis parti dans le privé, je vais voir mon papa en Côte d'Ivoire, les ports de Bolloré, ça doit être ça. Hein. Gros malin. C'est pour ça que vous avez viré avec Gbagbo, non? Pourtant, il vous avait tout donné. Je sais pas, je comprends pas ce parti. Hein. J'ai l'impression de plus en plus que c'est un parti qui est juste là comme une voie de garage pour canaliser la colère des Français et leur faire avaler la pilule de l'Union Européenne qui est en train de liquider la France, de l'euro qui a liquidé le franc, de l'OTAN qui a liquidé la souveraineté française. Et là, c'est le point final, c'est le petit truc à faire passer. Tu sais, pour l'instant, il l'a glissé doucement, mais là, ça va tapoter, quoi. Enfin, excusez-moi, hein. C'est peut-être pas la meilleure image. Non, j'ai rien dit, c'est pas moi. C'est un autre, il était dans moi, il a dit ça. Voilà. Bref, recomposition du paysage politique français. Blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, j'avais comparé En Marche à Kadima, le parti israélien-australien. Israélien qui est apparu, qui a disparu. Le Kadima qui a pris au Likoud, qui a pris aux démocrates israéliens, qui est apparu. C'était une nana là, avec un nom rigolo qui le tenait. Sipi, je sais pas quoi. Kadima, Tzipi Livni, ouais. Ouais, ben c'est pareil. Le type, il est arrivé. Moi, je vous le dis, hein, quand je l'appelle l'antéchrist ou l'antéchrist français, mais pour moi, il ressemble, quoi. On a voulu, voilà, on a encore une fois, on a repris des symboles du Messie, on les a inversés, et on te crée un truc qui arrive avec sa maman Isis, qui n'est pas la Vierge Marie sur ce coup-là. Le système Dieu, hein, impersonnel, partout, etc. C'est ça le système. C'est Dieu, c'est le produit de Dieu et d'Isis. Sophia et du protopère, peut-être, je sais pas, elle a voulu connaître le Père, etc. Enfin, ceux qui savent me comprendront. Parti inconnu, un programme ultralibéral, un discours creux. Tout ça en un an, on a réussi à te le fourrer. C'est un viol, carrément. C'est un viol électoral, quoi. Et le mec, il va faire 300 élus.
C'est bien bon pour votre gueule, franchement. C'est dommage, on est plein aussi à être dans le même bateau que vous, donc on en prend plein la gueule. Vous avez ouvert les fenêtres, on se prend le vent. Mais vous, c'est bien bon pour votre gueule que vous soyez lobotomisé devant des télés, que vous viviez dans des cycles qui ne sont pas naturels, que vous bouffiez de la bouffe empoisonnée qui limite notamment tout un tas de facultés que vous avez naturellement pour vous reconnecter. Hein. Vous ne dormez pas de manière naturelle, vous ne mangez pas de manière naturelle, vous ne vivez pas de manière naturelle, vous n'êtes que des petits électrons qui portent des informations et qu'on manipule. On veut vous faire porter une information, c'est ça le pouvoir créateur de l'humain. On te montre des trucs à la télé, tu te mets à penser comme ça et tu la crées, parce que tu es le petit électron dans le processeur et c'est toi qui fais apparaître, c'est dû à l'écran. Voilà, c'est bien pour ta gueule que tu es ce monde-là où on crée de la richesse, on est dans le bonheur parfait, on arrive à prendre On est le premier pays à consommer des antidépresseurs ou à fumer du shit, et on se met tous dedans, moi le premier, il n'y a pas de souci, ou à picoler, alors qu'on a tout pour être heureux, on est en France, je veux dire, on a des problèmes quand même de riches. Je parle pas des gens qui sont dehors, qui vivent des drames, tout ça, j'ai pas la décence de dire qu'eux devraient sourire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un pays en guerre, on n'est pas dans un pays du tiers-monde, on tire tous la tronche, moi le premier, on est tous malheureux, les trois quarts sont lobotomisés, la télévision c'est limite pornographique. C'est bien pour ta gueule, tu as la société que tu mérites quand tu votes des gens Macron et tout ça. À un moment donné, on peut plus rien faire pour toi parce que là, c'est pas les années 50. T'as pas l'information verticale qui arrive, les conventions, la famille, une société rigide, tout ça. T'as Internet, t'as une liberté, t'as tout ça. Tu continues à aller voter Macron. Je suis auto-entrepreneur, je vais voter Macron. Tu sais ce que c'est auto-entrepreneur, connard? Il y a des gens, ça fait 2 générations de gens qui s'essayent avant toi. C'est des types qui bossent 15 heures par jour pour toucher le SMIC. C'est juste qu'ils n'arrivent plus à créer de boulot, ils disent démerde-toi, je suis auto-entrepreneur. Je vais voter Macron. Pour conduire une 50 cm3, il faut un certificat ou un brevet. Et pour voter, quant aux destinées du pays, non, c'est n'importe qui, c'est open bar, tout le monde peut voter. Enfin, en même temps, bon, on peut pas non plus retirer le droit de vote, mais je sais pas, quoi, il y a des choses à faire là-dessus. Au lieu de faire, je sais pas, que les gens passent un brevet d'éducation pour voter, qu'on leur donnerait. Mais au moins qu'ils aient des initiations pour comprendre à un moment donné comment tu votes, des règles de logique, en fonction de ton intérêt, le pays, comment c'est structuré, comment décrypter un discours. Le gars il te dit un truc, il vient de faire l'inverse, putain de merde. Pendant 5 ans, il a fait l'inverse de ce qu'il t'a pas dit d'ailleurs, hein, de ce qu'il t'a rien dit. Hein. Macron, son programme, je l'ai vu, hein, enfin je l'ai vu. Non, ça passe pas, parce que c'est grave, c'est pas, on vient d'élire un type que je n'aime pas, c'est pas ça. C'est je viens de me rendre compte, et on est plein à se rendre compte que nous ne vivons pas dans le réel et que notre réel est moche. Parce que 80% ou 90% des gens, il y a un problème, quoi. Ils font n'importe quoi. Voilà, on hérite de la connerie collective. Moi, ce type de société ne me convient pas. Voilà, on a une richesse matérielle, on a tout perdu sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur tous les plans. On n'a jamais été aussi malheureux alors qu'on n'a jamais été aussi riche. Et là, on nous sortit un mec qui va liquider les quelques valeurs qui nous restent. Voilà. Alors, si t'aimes pas ton pays par affection, par amour de la terre, par ci, par ça, moi je vais te le dire en termes marketing, si tu veux, c'est ton cadre de vie. Si t'as pas ça, tu peux pas vivre. Alors tu vas voter Macron, Mélenchon, ils vont faire ramener ces 8 milliards de Roumains, 10 milliards d'Arabes. Ouais, c'est généreux, c'est super. Mais les gars qui arrivent, c'est des malheureux, ils en ont rien à foutre de toi, ils essaient de survivre. Si c'est la loi de la jungle, c'est comme ça, c'est même pas eux. Vous serez tous victimes. Ou alors il va liquider. L'industrie française a été massacrée ces 5 dernières années, elle a été liquidée. Les Américains ont racheté des pans entiers, tout un tas de trucs. Les Chinois, ils rachètent l'art. Les Qataris, les Saoudiens, ils ont racheté des immeubles. Il n'y a rien qui appartient à la France. Mais tout ça, à un moment donné, ça se paye. Tu commences à le voir avec les attentats, les migrants, mais là, c'est rien. Tu vois, ils font sauter des pays qui étaient des verrous, et voilà. Mais ça, c'est ça le vote, c'est ça le vote. C'est pas des trucs interplanétaires, oh, la générosité, la France, tout ça. C'est pas ça, c'est ton porte-monnaie demain. C'est les grosses boîtes qui vont décider avec le TAFTA, qui vont attaquer l'État et ils vont te prendre de l'argent. Parce que l'État a voulu te défendre en refusant, je sais pas, des OGM. L'autre, Bayer, va dire, ah, tu refuses mes OGM, je t'attaque et je gagne en arbitrage privé. Et tu me dois 180 milliards de dollars. C'est toi 180 milliards de dollars, hein. C'est ta sueur. Voilà, c'est tout ça, je le dis avec mes mots simplement, mais comprends que ça, maintenant c'est concret. C'est plus comme avant. Avant tu votais, c'était loin, ça va. Là, c'est fini maintenant. Maintenant tu votes, tu te prends le coup de poing dans la gueule 2 jours après, quoi. Ah. Et toi tu comprends pas, tu chéris les causes qui font les effets que tu ne désires pas. C'est pas de moi, d'ailleurs j'ai un peu trafiqué là, mais c'est pour ça que je parle de logique, logique.
truc logique, rationnel, comportement de mon père de famille. Ben non, tu défends pas ton pays, tu défends rien. Je sais pas, là on a la chance de botter le cul au système. Et puis là, s'ils se la prennent, ils l'ont mauvaise. Parce que là, putain, c'est quasiment, ils sont sur la ligne d'arrivée. Ah, et pouah. Et n'attendez pas de sauveur. Moi, je vais me sauver. Mais vous, n'attendez pas de sauveur, sauvez-vous. Vous êtes responsable de ce qui arrive. Je parle des gens qui vont élire Macron et qui n'ont pas un revenu ou qui ne correspondent pas forcément au programme ultralibéral. Maintenant, ouais, si tu roules en voiture de sport, tu habites au centre de Paris, tu fais que des brunchs et tu gagnes 10 000 € par mois, ouais, si tu votes Macron, je comprends, je te traite pas de débile. Je dis juste, bon, bah voilà, tu votes pour ton trip, tant mieux pour toi, je suis pas jaloux. Moi. Et puis moi, je suis pas Mélenchon, je vais pas venir prendre tes sous, je m'en fous. Mais quand tu gagnes 1300 €, ton fils est en stage, ta fille ne trouve pas de boulot, ton mari est au chômage depuis 5 ans, tu votes Macron, tu mérites le fouet, ça, les galères, le bagne, il devrait rouvrir Cayenne. Bref, on se calme. Donc, pour finir, plusieurs scénarios possibles. Tu as le scénario qui arrange le système. Tu as le scénario qui nous arrange et nous et le système, et tu as le scénario qui arrange Macron, qui arrange personne en fait. Imagine le gars, il fait 400 sièges. Il a l'Assemblée nationale, il y a 400 potes à lui. Il fait ce qu'il veut. Le Premier ministre, c'est sa bitch, c'est open bar. Il fait ce qu'il veut après, le gars. Il peut porter des chaussettes trouées, se balader en short, il fait ce qu'il veut. Le système va se dire, putain, merde. Est-ce qu'on a des dossiers sur Macron? Parce que là, il est en train de péter les plombs, il est en train de... Ça s'est vu, ça. Des gens que le système a amenés, qui ont pété les plombs, ils se sont pris pour Dieu, l'antéchrist. Donc là, le système va se dire, vite, vite, on va lui trouver des dossiers, on va sortir tous les dossiers qu'on a sur lui, et on va commencer à lui expliquer que c'est nous les patrons. Pour le faire descendre. Sinon, on envisagera tout un tas de choses. Hein. Il y a tout un tas de modalités pour détruire quelqu'un, pas forcément le tuer. De toute façon, Macron, voilà, comme c'est un être composite et vide et qui n'est pas un être humain, il suffit d'appuyer sur un bouton, il disparaît. Mais bref, imaginons. Donc là, nous, on est dans la merde, là, parce que là, il fait ce qu'il veut. En disant, c'est vous qui avez élu ces gens. Voilà. Quoi? Tu as été viré parce que tu as refusé de travailler 90 heures cette semaine? Ben, il a eu raison, ton patron. L'assurance chômage, je sais pas ce que ça veut dire. Hein, hein? Une prime? Ah, et... Il t'envoie les CRS, ils ne seront même pas français, ce sera l'Europe, la Gender Force, je sais pas quoi. Ensuite, tu as ce qui arrange le système. Et uniquement le système, il a une majorité relative, les 4 quarts. Il a 25%, ils ont tous 22, 24, 28, 30%. Et là, il est dans la merde, lui. Enfin, il est dans la merde. Ils lui ont mis des boulets aux pieds, hein, au niveau des chevilles, pour pas qu'il s'enflamme, parce que c'est simple, hein, pour pouvoir diriger avec sa petite majorité de 25%, il sera obligé de s'allier à droite, à gauche, au milieu, à droite, à gauche. Donc il est tenu. Vu que c'est le système encore, c'est parti. Vu qu'il y a plein de gens du système dans ces partis, il sera tenu, il sera obligé de suivre une certaine voie. Comme dirait Pierre Hillard, la jambe droite, la jambe gauche, mais le corps avance, le système avance. Ça arrange que le système, pas nous. Nous, on est... Ouais, je vous épargne le terme. Scénario idéal pour nous, j'ai dit pour le système aussi. Bon, ça c'est une connerie, ça. C'est qu'il n'ait pas de majorité du tout, que En Marche fasse moins que les autres, qu'il soit obligé de prendre un Premier ministre qui ne soit pas de sa coloration politique, et donc il ne puisse pas gouverner. Et là, on va les voir tous s'affoler, on va voir le peu qui restait de caché, on va les voir sortir leur tête, et tout est farouché, là. On va voir la panique. Bah ouais, l'élection de Macron, elle aura servi à rien, il ne peut pas gouverner, ça va être un parti de droite ou de gauche, qui aura aussi une petite majorité. Et donc il sera obligé aussi de la jouer tranquille, tranquille. Vous voulez lutter contre le système? Vous êtes contre Macron? Ben votez contre Macron. Quel que soit. Votez pour un parti souverainiste, pardon. PR, Dupont-Aignan, comment elle s'appelle, Marine Le Pen. C'est le moindre mal. Hein. Je dis pas, il n'y a rien de parfait en ce moment. Voilà. Vote pas Macron. Quitte même à voter Mélenchon, tu vois. À la limite, il y aura une contrepartie à gauche. Mais vote pas Macron. C'est tout. Il vient d'où? Cabinet Rothschild. Il disait quoi il y a quelques mois, un syndicaliste qui était dans la merde? Ah, si tu veux un costard comme moi, t'as qu'à travailler. Ben ouais, mais il aimerait bien travailler, le gars. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lutte. Qui c'est qui l'a nommé? Hollande. Le mec qui paye l'ISF, qui est pété de thunes. Qu'est-ce qu'il a fait Hollande pendant ça? Voilà, c'est simple, c'est ça. Tu as les notes, tu les mets en ordre, tu as toute la musique après, tu as toute la mélodie dans la tête, et puis après tu fais en fonction. Voilà, bon donc, c'était une vidéo qui se voulait courte. Bon, excusez-moi, j'ai un peu digressé sur les législatives, notamment l'organisation, un rapide
récapitulatif constitutionnel, hein, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, comme quoi ils n'étaient pas indépendants, et comme quoi l'élection législative était la plus importante de toutes les élections à mon sens. Voilà, à partir de là on a un petit peu analysé, vote d'adhésion, vote de confirmation ou vote de rejet, les différents scénarios possibles, la tendance du spectre, enfin la recomposition du spectre politique, la tendance, et puis voilà, donc ne votez pas Macron, c'est encore votre dernière chance, après c'est fini. Au revoir tout le monde, et puis je vais poursuivre avec des vidéos sur les législatives, hein, mais j'attends d'avoir de la matière, j'ai pas envie de faire une vidéo par jour, je pourrais, mais pour dire quoi, blablabla pendant 5 minutes, c'est pas intéressant, non, j'essaie d'avoir de la matière et un semblant d'analyse. Portez-vous bien, ciao.